Le journal de 13h sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite le sommaire de cette édition. Les élections législatives partielles du 12 juin 2021. Le processus est enclenché. Les candidats en lice sont reçus de la commission électorale indépendante les affiches et spécimens des bulletins de vote en prélude à la période de campagne. Changer de paradigme pour une nouvelle formule de coopération. Voilà en substance l'échange entre le ministre Souleymane Diarra Souba et son homologue français Franck Riester. Une rencontre centrée sur la coopération commerciale et industrielle entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous en parlons dans ce journal. Collaboration à la tête du Mali, le colonel Assimi Goïta rencontrait hier une délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad qui demande des gages avant d'accompagner la transition. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Démarrons par les élections partielles des députés à l'Assemblée nationale. Elles auront lieu le 12 juin prochain. 26 candidats répartis dans les circonscriptions où le scrutin avait été annulé sont en lice. Ils ont reçu hier leurs affiches et 100 spécimens de bulletins de vote en prélude à la campagne, à la période de campagne. Sidonie Davila. 300 affiches. Les différents candidats des élections législatives partielles reçoivent leur lot pour bien démarrer la campagne qui s'ouvre le 4 juin. En plus de ces affiches, un lot de 1000 spécimens de bulletins de vote remis pour leur permettre d'apprendre à voter aux électeurs. Après la remise symbolique à 4 représentants de candidats sur les 26 concernés par ces élections, le président de la cérémonie, Koné Sourou, donne quelques consignes d'usage. Je voudrais, au nom du président de la commission indépendante, le président Coulibaly Kibier, compter sur vous, sur votre esprit de civisme, sur votre esprit républicain, sur votre esprit démocratique. En tout cas, nous serons heureux qu'on dise le 12 ou le 13 au matin qu'une fois de plus, les élections se sont bien passées. Il n'y a pas eu de palabre. Il n'y a pas eu d'urne cassée quelque part. Il n'y a pas eu de bulletin déchiré. Et que les électeurs ont pu aller voter tranquillement et sont retournés chez eux. Des conseils bien reçus par les différents candidats. Nous ferons tout pour que cette élection se fasse dans l'étymologie même du mot démocratie, dans la convivialité, et vraiment dans la paix la plus absolue. La campagne pour nous se fera dans de bonnes conditions dans la circonscription de Jacquesville. Et au soir du 12 juin, je pense que tous les 8 candidats vont s'asseoir, se féliciter celui qui va gagner ces élections. L'appel que nous avons lancé à l'attention de tous, surtout aux candidats, c'est de faire prévaloir leurs arguments de projet par rapport à leurs électeurs. Quant aux populations, nous les invitons à éviter de se faire manipuler. Nous, au niveau des Grands Bérébis, on a toujours vécu en bonne intelligence avec tout le monde. Et je pense que ce message-là, on va continuer de le véhiculer au niveau de notre circonscription. Les législatives partielles à venir auront lieu le samedi 12 juin dans 6 circonscriptions du pays. Jacquesville, Ouaninou, Mankono, Séguéla, Grand Béribi et Guéyo. La place des enfants est à l'école et non dans les champs de cacao. C'est le message que s'évertue à transmettre depuis 10 ans maintenant le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Des efforts qui portent du fruit. La nécessité de mettre fin au travail des enfants est de plus en plus perçue par les familles dans la grande région de l'Anawa, le temple du cacao en Côte d'Ivoire. Suivons ce constat de Mahama Traoré. Ces jours de classe et ces enfants sont en situation de travail dans un garage pour moto de la ville de Méagui. Repérés par les agents de la police criminelle, ils sont tout de suite retirés. Le propriétaire du garage, lui, est interpellé. Au terme de la procédure judiciaire, il écopera de 5 ans d'emprisonnement ferme, assorti d'une amende d'1 million de francs CFA. Le même sort a été décidé pour 17 autres personnes arrêtées dans le cadre de la même opération mixte de police, baptisée Nawa 2, menée début mai dans la région de la Nawa. S'il faut sévir pour éliminer le travail des enfants d'ici 2025, comme le souhaitent les Nations Unies,
La sensibilisation reste, selon le substitut résident près le tribunal de Soubré, la première arme à utiliser. Nous devons nous sensibiliser les uns et les autres pour parvenir à quelque chose de meilleur pour nos enfants et pour notre économie. L'enfant est une valeur, il faut la préserver. Et cette valeur-là, nous devons tous, chacun à son niveau, accompagner ces enfants pour qu'ils grandissent sereinement. C'est ici, au centre d'accueil pour enfants de Soubré, que la soixantaine d'enfants sauvés ont été pris en charge. D'autres en sont ressortis seulement quelques heures après pour vulnérabilité non établie. Auprès des parents, les agents du centre d'accueil ont tout de même insisté sur la scolarisation des enfants. On leur donne le conseil même. Donc ça fait qu'il va continuer son étude. À part d'aujourd'hui, il ne fait plus le métier maintenant. Il va le garder à la maison. Quand la rentrée va arriver, il va faire ses papiers et puis il va aller. La région de l'Anawa est reconnue comme la boucle du cacao. Ces dernières années, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS, a mené d'intenses campagnes de sensibilisation dans cette région. Résultat, une certaine prise de conscience prend forme et les enfants sont de plus en plus nombreux à emprunter les chemins de l'école et rares à se rendre dans les plantations de cacao. Moi-même, personnellement, en tant que petit frère de chef de village, j'essaye même souvent de pouvoir causer avec ma population, d'arrêter. On est basé sur quoi? Agriculture, cacao. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse avoir l'argent maintenant pour s'en sortir? On doit aider le gouvernement pour pouvoir combattre ça, pour qu'on paye nos cacao bien. La place des enfants, c'est à l'école et nulle part ailleurs. Nous faisons la sensibilisation dans les mosquées, dans les lieux de culte, dans les gares, dans les villages. Ce n'est pas le gouvernement seulement, nous les élus locaux, les chefs de village, les chefs de communauté, tous les chefs de famille doivent se mobiliser pour faire barrage à l'exploitation des enfants dans l'agriculture. Lutter contre le travail des enfants est aussi l'affaire des coopératives agricoles. En 4 ans d'action, la coopérative Koasi de Méagui dit avoir sauvé 65 enfants. Nous aidons à construire des écoles, mais il faut aussi que l'État nous vienne en aide. La voirie aussi pose un problème parce que quand le lieu est enclavé, c'est difficile d'aller jusqu'au fond de la brousse et puis aller faire des écoles. Outre la sensibilisation et l'appui à la scolarisation, les coopératives ont également recours à la remédiation. On trouve une solution pour ne pas que ces enfants-là vont continuer de travailler. Si cet enfant-là il a fait un travail soit de port de charge lourde, on cherche des brouettes pour donner aux producteurs pour que les producteurs n'arrivent plus à envoyer cet enfant aller charger le cacao en bourse. Au début, les producteurs étaient réticents, mais après quand ils ont vu que l'avantage même était à eux et les profits, donc pour finir, ils ont commencé à comprendre. La sensibilisation est un maillon clé du 3e plan d'action nationale de lutte contre le travail des enfants en cours d'exécution. Piloté par le CNS, il vise à réduire de manière significative le fléau en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le précédent plan de lutte, exécuté sur la période 2015-2017, avait permis de sensibiliser plus de 2 millions de personnes. Voilà des actions qui contribuent à constituer une nation forte. Les magistrats de la Cour des comptes sont depuis lundi dernier formés sur le budget programme, renforcement de capacité de 6 mois durant lesquels ils acquerront les techniques d'analyse, de diagnostic et d'évaluation des politiques publiques. Chèque connaît. Ils sont 40 magistrats, tous de la Cour des comptes, l'organisme en charge de juger la régularité des comptes publics. Durant 6 jours, ils seront confrontés à différentes notions techniques en rapport avec les documents stratégiques de pilotage de l'action publique dans le cadre de la gestion des finances publiques en mode budget-programme. Le mode budget-programme ou le présent séminaire a vocation de permettre aux magistrats de la Cour des comptes de s'approprier les techniques nécessaires à l'élaboration des rapports d'audit de la performance des programmes, des rapports sur l'évaluation des politiques publiques. Des experts formateurs, des professionnels et praticiens aguerris des finances vont partager avec ces magistrats leur expérience basée sur les meilleures pratiques du contrôle budgétaire. Cette session de formation, selon le coordonnateur du PAGF, a été précédée de 6 premières formations, dont la détection des fraudes dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances. En plus de ces 6 formations, vous avez sollicité auprès du projet la prise en compte de 2 nouvelles thématiques, à savoir les techniques d'analyse
de diagnostic et d'évaluation des politiques publiques dans un contexte de budget-programme pour lequel nous sommes réunis ici ce matin, et l'analyse des états financiers qui sera réalisée après le recrutement d'un cabinet formateur, soit un total de 8 formations au profit de la Cour des comptes. Le ministre de l'économie et des finances s'est félicité de l'initiative qui vise à aider les magistrats à se familiariser des concepts clés de la gestion macroéconomique. Comme vous le voyez, la Cour des comptes est au cœur du cycle budgétaire à des positions aussi bien opérationnelles que stratégiques, nécessitant une constante mise à niveau des compétences. C'est pourquoi plusieurs sessions de capacitation, dont celle de ce jour, seront nécessaires afin que vous puissiez assumer pleinement les hautes fonctions de certificateur de comptes et d'évaluateur des politiques publiques. Le financement total du PAGEF s'élève à plus de 15 milliards de francs CFA, dont plus de 13 milliards de francs CFA au titre de 4 accords de financement. Son objectif est d'optimiser la mobilisation des ressources budgétaires et de renforcer le cadre de la gestion des dépenses publiques. La France est en pleine mission de renforcement de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Près de 500 chefs d'entreprise français sont sur le sol ivoirien pour accentuer cette coopération dans les différents secteurs d'activité. Et dans ce cadre, une rencontre a eu lieu entre le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie et son homologue français. Le détail des échanges avec Cheikh Koné. Au deuxième jour de sa visite de travail en terre ivoirienne, Franck Riester, ministre français du Commerce extérieur et de l'attractivité, à la tête d'une forte délégation, a une séance de travail avec son homologue ivoirien, Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Les deux hommes et leurs équipes ont évoqué de nombreux sujets de partenariat possibles entre les entreprises françaises et ivoiriennes. Plusieurs secteurs prioritaires ont été listés. Objectif: amplifier les investissements français en Côte d'Ivoire et bâtir des partenariats solides entre les deux pays. Voir de quelle manière, sur tous les projets d'infrastructure ambitieux qu'a la Côte d'Ivoire, comment l'expertise française, le savoir-faire français de nos entreprises, petites, moyennes et grandes, peut rencontrer, peut répondre à cette ambition et aux besoins ivoiriens, et comment on peut financer ces entreprises qui souhaitent venir investir ici en Côte d'Ivoire, entreprises ivoiriennes, entreprises françaises, dans l'intérêt évidemment de l'économie ivoirienne, permettant aussi de trouver des emplois et de permettre à des jeunes qui sont la richesse de la Côte d'Ivoire de trouver des débouchés en termes d'emploi dans ces entreprises. Nous avons présenté toutes les opportunités d'investissement possibles dans nos différents secteurs prioritaires, notamment l'agro-industrie, également la chimie et la plasturgie, l'industrie de construction des matériaux de construction, l'industrie pharmaceutique, les industries de montage d'appareils électroménagers et d'automobiles, etc., l'industrie d'emballage, etc. Donc pour dire qu'il y a des opportunités dans ces secteurs-là, et nous l'avons clairement expliqué cela aux hommes d'affaires français, je pense qu'ils ont pris bonne note. Le volume des échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire en 2020 est de 1200 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 10% par rapport à l'année 2018. Voilà, une mission d'experts français dans le cadre de la réalisation du programme national de développement sur la période 2021-2025. Dans le secteur des médias, le ministre Amadou Coulibaly prend contact avec les structures sous sa tutelle. Il a, dans ce cadre, visité le groupe Fraternité Matin et la commission d'accès à l'information d'intérêt public. On voit cela avec Patricia Omouetia. Accueil chaleureux de la part des dirigeants de Fraternité Matin et de l'ensemble de son personnel mobilisé à cet effet. Visite des locaux, notamment les journalistes et les rédacteurs en chef chargés de mettre en forme les papiers rédigés. Chaque jour, une trentaine de pages prennent vie grâce à 2 rotatives qui permettent d'imprimer 20 à 25 000 exemplaires du quotidien. Le ministre tient ici dans ses mains le premier numéro de Fraternité Matin du 9 décembre 1964. Le ministre a continué la visite dans les différents locaux de l'entreprise avant de se retirer avec le comité de direction pour la séance de travail. Un tour d'horizon sur la situation de l'entreprise a été évoqué. Il y a le problème général qui est celui de la baisse des journaux papier. C'est un problème mondial qui s'accentue encore plus chez nous ici. Et donc ça influe sur
sur la distribution, ça influe sur nos revenus. L'entreprise est dans un environnement concurrentiel. Nous avons aujourd'hui sur la place une trentaine de quotidiens, disons 27. Nous sommes dans un contexte économique mondial qui est très difficile, en raison notamment de la crise de Covid, mais surtout en raison de la crise que toute la presse connaît donc dans le monde aujourd'hui, avec une forme de désintérêt pour le journal papier. Autre étape de cette série de visites avec les structures sous tutelle, la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public. Ici également, visite des locaux et séances de travail. Pour le président de la KIDP, le droit d'accès à l'information d'intérêt public a été traduit dans les faits en Côte d'Ivoire par une loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public et la création d'une commission. Au titre de l'année 2020, les rapports produits par 54 organismes publics ont révélé que ceux-ci ont été saisis de 37 536 demandes d'informations et de documents pour un taux de satisfaction de 98,59%. Pour le ministre, le manque d'accès à l'information conduit à la diffusion des fausses informations. Il nous apparaît évident que si les citoyens ont accès rapidement à l'information, à la vraie, de façon automatique, on aura tué les infox. La mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation et d'éducation quant à la bonne utilisation des réseaux sociaux avec l'aide de la KIDP est nécessaire, a indiqué le ministre. Cette visite à la commission d'accès à l'information d'intérêt public met fin à la série de visites du ministre de la Communication avec les différentes structures sous sa tutelle. Les médias traditionnels s'adaptent à l'ère du numérique. La preuve, les plateformes digitales des groupes RTI et de l'AIP ont reçu des prix pour la qualité du travail effectué sur le web. Avec ces entreprises, 54 autres médias ont été récompensés au cours des awards de la presse numérique. Evelyne Yoboué et Franck Quadio pour le compte-rendu. RTI.info. La RTI primée meilleure digitalisation au cours des premiers awards de la presse numérique. La radio-télévision ivoirienne, notamment le service RTI Info, félicité pour la qualité de ses supports numériques. Ils sont 56 acteurs au total distingués d'un secteur média digital de qualité. Nous sommes honorés d'avoir reçu, à l'occasion donc de cette première cérémonie des awards du numérique, 3 prix. Le prix du meilleur entrepreneur web, le prix du meilleur portail et le prix de la meilleure entreprise numérique en Côte d'Ivoire. Le plus dur commence aujourd'hui parce qu'on devient comme des références et il faudrait qu'on puisse se maintenir à ce niveau-là et aller encore plus loin. Meilleur journal en ligne, portail web, médias numériques, plusieurs catégories et 4 thématiques à l'ordre du jour. L'initiateur, le président de la plateforme des médias numériques, entend ici encourager et créer une saine émulation. Nous avons eu en tout 80 nominés. Notre secteur de la presse numérique appelle un certain professionnalisme parce que c'est un métier et ça s'apprend. Donc aujourd'hui, en sortant d'ici, on a fait la différence entre le journaliste web, entre le blogueur, entre le web activiste, entre le manipulateur d'information et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'il faut retenir. C'est pour inviter chacun à comprendre qu'on peut utiliser les médias sociaux aussi pour en faire quelque chose de bon, pour avoir un impact positif sur les populations. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, représenté par Guillaume Béda, a réitéré le soutien de la tutelle. Le développement des médias en ligne et le numérique occupent une place de choix dans la vision du gouvernement. Le public a besoin de comprendre un certain nombre de mécanismes de fonctionnement, de déceler quelques secrets donc, de fonctionnement de ces médias numériques. Et donc c'est vraiment tout à propos que donc, le ministère soutient cette initiative. Les awards de la presse numérique étaient organisés en même temps qu'un salon dédié au secteur le lundi 31 mai. Les médias primés recevront leur lot, tablettes, outils numériques entre autres, au cours d'une cérémonie spéciale. Voyons à présent l'évolution des chiffres de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le dernier
dernier bilan sanitaire présente 37 nouveaux cas de Covid-19, 46 guérisons et 0 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 47 356 cas confirmés, dont 46 804 personnes guéries, 306 personnes malheureusement décédées. Il reste encore 246 cas actifs et pour la campagne de vaccination, 555 472 doses du vaccin AstraZeneca ont été administrées sur toute l'étendue du territoire. Il y aura très prochainement élection au Conseil national des jeunes. Une convention nationale est prévue se tenir du 12 au 18 juillet prochain. C'est un événement qui se prépare sous la direction du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. 6 753 associations sont retenues pour l'établissement du collège électoral. Les précisions de Jean-Marc Djadji. 6 753 associations de jeunesse retenues sur 7 912 pour la désignation de nouveaux délégués de l'élection du président du Conseil national des jeunes. Information publiée devant la presse par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Après donc dépouillement et au vu des critères d'ancienneté, donc 1 an d'existence, et de la conformité des dossiers requis, 6 753 organisations ont été acceptées et 1159 dossiers rejetés. La liste des associations retenues sera publiée à partir de ce jour, mardi 1er janvier 2021, dans toutes les directions régionales et directions départementales du ministère de la Promotion de la Jeunesse. 2 représentants par association seront retenus après une période de contentieux de 48 heures pour la mise en place du collège électoral. Il convient de signifier que les élections départementales des délégués CNJ se feront par district et s'étendront du jeudi 17 juin au vendredi 2 juillet 2021, selon un calendrier plus détaillé qui sera rendu public dans les tout prochains jours. La Convention nationale qui permettra l'élection du président est envisagée du 16 au 18 juillet 2021. Lancé le 21 avril 2021 par le ministre de tutelle, Mamadou Touré, le processus de renouvellement des instances du Conseil national des jeunes prendra fin à l'issue de la Convention nationale. Les membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire structurent leur association pour améliorer leurs conditions de vie et aussi renforcer la solidarité. L'association se mue en mutuelle, nous dit Godefroy Kambawa. Présentée en 2020 avec pour mission principale l'amélioration des conditions de vie de ses membres, l'AMCPCI, l'association des membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, change de statut. Elle est désormais une mutuelle dénommée la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, MUSCOP-CI. La première priorité, c'est déjà à partir de 2022 d'assurer la couverture maladie à tous les 924 membres du corps préfectoral. La deuxième priorité, c'est de s'occuper des questions de logement, c'est de s'occuper de la vie. Vous savez que les membres du corps préfectoral s'occupent des populations, mais souvent, ils oublient de s'occuper d'eux-mêmes. À travers cette mutuelle, nous avons un outil pour nous occuper des populations, mais aussi pour nous occuper de nous-mêmes. Pour la tutelle, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour cette association. La mutation de l'AMCPCI en mutuelle constitue donc un creuset de solidarité pour les membres. Occasion d'inviter ces administrateurs civils à renforcer la paix sociale dans leur circonscription administrative. Le corps préfectoral, j'allais dire, c'est le ciment entre toutes les couches socio-professionnelles de ce pays. Le corps préfectoral, c'est le représentant du chef de l'État et de l'exécutif dans les moindres recoins de ce pays. Donc l'unité même du pays se forme autour de cette fonction préfectorale. Après l'adoption des statuts et règlements intérieurs, Eugène Kouadio, préfet du département de Tabo, est désigné par ses pairs à la tête de la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire.
Nous parlons à présent de sécurité en Côte d'Ivoire pour lutter contre la prolifération des armes de petit calibre dans le pays. Une enquête a été ouverte l'an dernier par la Commission nationale chargée de faire cesser la circulation des armes. Un an après, que révèlent les résultats de cette enquête? La réponse dans ce rapport de Éric Corré. Selon cette enquête, c'est dans les zones du nord, du centre et du sud-ouest de la Côte d'Ivoire que les armes circulent le plus. Le rapport montre également que plusieurs facteurs, dont le grand banditisme, favorisent cette prolifération des armes à feu. Le grand banditisme prospère dans les zones agricoles et sévit le plus souvent au moment de la commercialisation du cacao et du café. À côté de cela, il y a la criminalité et les conflits communautaires. Parce qu'on a interrogé plus de 3000 personnes sur l'ensemble du pays. On a recueilli aussi les entretiens auprès d'acteurs locaux et qui nous ont tous donné en fait leur façon de voir, leur vision sur cette situation. Alors il y a beaucoup de détails, c'est très difficile. Comment éviter la circulation de ces armes en Côte d'Ivoire? Les campagnes de sensibilisation sur la dangerosité de ces armes à feu, la non-violence et la promotion de la culture de la paix avec les associations féminines de terrain font partie des 10 recommandations contenues dans ce rapport qui sera remis aux décideurs. Et cette autre préoccupation de la Côte d'Ivoire, c'est le terrorisme. Avec les récentes attaques terroristes aux frontières nord du pays, les autorités ivoiriennes travaillent à éviter de nouvelles attaques et c'est toute la population qui est mise à contribution. Pour cela, 47 chefs de village de la région du Poro ont échangé dans ce cadre avec le conseiller spécial du Premier ministre. Le point de Ami Sissoko. Barrer la route aux djihadistes et par tous les moyens. Le conseiller spécial du Premier ministre, Patrick Hachi, multiplie les actions pour empêcher l'introduction du terrorisme dans le Poro. À Lata, localité située à 15 km de Korogo, Dr Sile Silué face aux 47 chefs de village de cette sous-préfecture. Il les invite à être vigilants sans oublier de souligner le rôle qu'ils doivent jouer dans la lutte contre le phénomène djihadiste afin d'éviter des attaques similaires à celles de Kafolo. Ce cadre de l'ATA a aussi rappelé aux jeunes que leurs emplois sont une priorité pour le président Alassane Ouattara. Être vigilant veut dire qu'eux-mêmes, entre eux, sont solidaires et que quand un étranger arrive, ils savent qui il est, ils savent le but de sa mission dans leur village. Leur rôle également, c'est de sensibiliser les jeunes. Parce que malheureusement, c'est par ces jeunes que le terroriste passe pour pouvoir attaquer notre pays, perturber la quiétude des populations. Un message bien perçu par les populations qui s'engagent à travailler avec Dr Sile Silué à la base de plusieurs projets de développement dans leur localité. Dans cette sensibilisation, il nous amène en tant que chef traditionnel de aussi être aussi les premiers agents de sécurité dans nos différents villages. Donc je pense que le message est porteur et nous allons en tout cas relayer l'information auprès de nos communautés dans nos villages respectifs. Cette rencontre de sensibilisation a été mise à profit par le conseiller spécial du Premier ministre pour offrir une tenue traditionnelle à chacun des 47 chefs de village de la sous-préfecture de Lata, avertis pendant les cérémonies officielles. Des complets de paille ont été également offerts à toutes leurs épouses en guise de cadeau de fête des mères. Hors de la Côte d'Ivoire, l'actualité internationale à cette heure est dominée par l'information du Mali, d'Israël ou encore de la France. Des consultations pour la constitution d'un gouvernement au Mali, en Israël et la gestion de la pandémie de Covid-19 en France. Un petit tour du monde dans l'actu en bref avec Alexis Ouetraogo. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, poursuit ses consultations à Bamako après le coup de force condamné par l'Union africaine et la CEDEAO. Il a reçu une délégation de l'ex-rébellion, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui demande des gages avant d'accompagner la transition. C'est le 7 juin prochain qu'Assimi Goïta devrait prêter serment devant la Cour suprême avant de choisir son Premier ministre. Les jeunes Français de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner contre la Covid-19 à partir du 15 juin.
L'annonce est du président Emmanuel Macron qui se félicite que 50% des Français adultes aient déjà reçu la première dose. En Israël, le chef de file de la droite radicale, Naftali Bennett, pourrait devenir Premier ministre. C'est la conséquence d'un accord avec le chef de l'opposition israélienne. Le texte prévoit que Naftali soit Premier ministre avant de laisser la place à Yair Lapid, le chef actuel de l'opposition. Voilà qui résume l'actu inter de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI 1.